présence. Pour moi, c'est un honneur, un grand honneur. Je devrais se faire. Non, l'honneur est pour nous, vraiment, parce que c'est aujourd'hui une conférence tout à fait singulière, pour une multitude de raisons. Deux principales. D'abord parce que votre intervention va achever un cycle de conférences consacré au mythe fondateur du droit que nous avons engagé avec le Centre de théorie et d'analyse du droit depuis maintenant 4 ans. Et donc nous sommes ravis que vous acheviez cette aventure lancée par le CHAD et par le CTAD. Et puis nous sommes aussi ravis parce que finalement vous êtes un peu chez vous. Et un peu certainement de trop, puisque je regardais, vous avez lancé la revue Droit et Culture en 1984, en tout cas dans sa forme. Oui, avant c'était 81. Avant c'était les cahiers que vous aviez lancés. Vous avez fondé le Centre Droit et Culture. Oui. Vous êtes aussi l'un des piliers fondateurs du CHAD. Donc, mais finalement, vous êtes même plus que chez vous. Vous êtes l'un des pères de la maison. Et donc, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que nous vous accueillons aujourd'hui et que nous allons avoir le plaisir de vous entendre. Alors, je tiens quand même à avertir l'assistance pour avoir eu l'occasion déjà de consulter certains des films réalisés par Raymond Verdier. Vous risquez de voir des choses pour le moins surprenantes, que ceux d'entre vous qui sont pétris de rationalisme se rassurent, leur fondation intellectuelle et culturelle risque d'être quelque peu bousculée à la fin de cette intervention. Je vous laisse la parole, cher Raymond. Un grand merci. Avant tout, vous donnez la joie de me retrouver ici après donc, un nombre d'années que je ne compte plus. Et vous dire tout l'intérêt que j'ai et le travail que finalement que je me suis imposé pour aborder ce problème des rapports entre le mythe, la religion, le droit et tout ça. Ça m'a fait beaucoup travailler et je suis content d'avoir pas fait le point, mais enfin d'avoir vu un peu plus clair sur ces problèmes les plus difficiles. Et donc, j'allais dire, vous remercier d'ailleurs pour le titre que vous m'avez l'intitulé la présentation de votre séminaire et vous dire que en particulier, donc j'ai vu des noms que je connais bien et en particulier celui je ne peux pas ne pas y faire allusion à Jean Carbonnier, vous vous en doutez, surtout qu'il y a un texte de lui, je pense, auquel vous devez vous référer, mais qui était introuvable. Jean Carbonnier a pris sa retraite en 70, oui, on est en 70, hein, vous n'étiez pas né, la plupart d'entre nous, donc quand il a pris sa retraite, son dernier cours à la faculté de droit de Paris, c'était sur mythe, et les mythes sont-ils le support du droit, hein, c'est ça. Et donc c'était inédit, et je l'ai rassemblé dans l'ensemble des écrits de Carbonnier, un travail qui m'a demandé environ 3 ans, et qui rend service à beaucoup de gens maintenant quand même, voilà. Donc je vais dire un petit mot de Carbonnier qui a extrait de son texte quelques phrases de lui. Donc pour vous dire le grand merci puis des auteurs que bien sûr j'ai lus, et surtout vous dites l'émergence d'une pensée rationnelle n'a donc pas fait disparaître le lien quasi consubstantiel entre mythe et droit. Ça je suis pleinement d'accord avec vous, à la suite d'autres auteurs aussi, mais enfin, donc vous le dites avec très fortement et je vous en remercie. Bon, alors, effectivement, avant de vous envoyer mon titre, j'ai hésité parce que je le redis maintenant. Alors, ciel et terre, on va en reparler forcément, mais je vais dire un petit mot sur là, mythe et religion. Je ne sais pas, même mythe et droit, là, vous savez, même mythe et coutume, parce que moi je travaille dans des sociétés essentiellement, enfin, qui sont encore, où les coutumes sont très vivantes, et on va les voir. Et puis alors, justice cosmique des éléments, ça c'est le dada maintenant, sur lequel plus je vais, plus je me rends compte que tous les titres que j'avais suggérés ou imposés pour mes films antérieurs, la justice du feu, vérité du feu et tout ça, pour moi ça ne va pas. Ça ne va pas, ça reste, mais c'est insuffisant parce qu'on est en face, du moins pour les choses que je vais vous montrer au niveau des ordélies, on est en face
d'Ordalie où les 4 éléments sont omniprésents. Et c'est même pas pensable pour moi maintenant de penser une Ordalie sans qu'elle soit, qu'elle porte les 4 éléments. Mais on les voit toujours. Vous verrez dans le premier film, je ne l'avais pas vu en 92, c'est pas le premier film, mais j'étais tout seul à filmer à ce moment-là, oui, et ça m'a échappé. Et maintenant, je vais insister beaucoup sur les 4 éléments qui sont omniprésents. Voilà. Bon. Eh bien, donc maintenant, bah, je vais dire un petit mot. Donc, je vais passer tout de suite à Amitié et Religion. Oui, c'est ça. Pour vous citer, donc, Carbonnier qui reste, si vous ne l'avez pas lu, hein, je vous conseille de lire au moins un livre de Carbonnier qui reste un chef-d'œuvre immortel pour moi, c'est Flexible Roi. Donc, il y a eu 10 éditions de lui. Et à chaque édition, il enrichissait son... et à la 4e édition, il a écrit une phrase, enfin j'ai extrait une phrase de cet article sur le codicile du juste et de l'injuste, où il parle justement des Ordalie, après avoir parlé du serment, après avoir parlé oui, du serment. Bon, on remonte avant. Bon, voilà, mais je vais le lire. Alors, le mythe, dit-il. J'ai extrait une page, j'ai fait 10 pages, j'ai pris quelques phrases qui me paraissent les plus enrichissantes. Le mythe, a priori, par son irrationalité, il ne craint pas d'employer le mot d'irrationalité, semble un phénomène de société archaïque. Donc je me sens tout à fait concerné. Dans ces sociétés, le mythe sert à justifier, consolider un ordre social. Vous me direz si je parle trop vite, je peux ralentir. Hein, existant, un ordre social existant, une coutume, tandis que dans les sociétés modernes, si le mythe a un rôle, il est au contraire appelé à justifier un projet révolutionnaire. Là, vous pourrez peut-être là-dessus intervenir vous-même. Le mythe a pour fonction de conférer une validité, une autorité à une croyance. C'est le support d'un état de conscience collectif. Il est un récit fondateur qui fonde une croyance, une conscience collective. Et Carbonnier est un grand juriste civiliste, mais il était aussi un sociologue du droit. Bon, je n'ai pas parlé. Alors, il y a dans le mythe encore une chose qui me paraît intéressante, une poétique. La connaissance poétique a souvent une force plus grande que la connaissance rationnelle. On y est. Ce qu'il y a de poétique dans le mythe peut contribuer à sa force obligatoire parce que l'homme n'est pas essentiellement rationnel. Et là, on le sait. Hein. Mais je dis, et je souligne, mythe de la volonté des ancêtres, mythe des grands ancêtres, on va revenir là-dessus, volonté générale, volonté nationale. Encore une ou deux dernières phrases de lui, le mythe fait appel à l'imagination des hommes dans le passé, alors que l'utopie paraît se projeter dans l'avenir ou bien dans un ailleurs. Donc vous voyez, là, il distingue, il fait ressortir ce qui différencie le mythe et l'utopie. Bon, je reste sur ces trucs. Et puis, j'ai mis en dessous quelque chose, c'était de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, enfin je l'ai moins connu que Malraux, que le Carbonnier, c'est Malraux. Malraux disait, il m'a souvent stimulé, l'irrationnel suscite des formes primordiales, hein, qui exercent en notre art le plus récent une puissante fascination. Ne reste-t-il pas en nous quelque chose de primitif? Il parle donc il parle des arts sauvages, il parle des fous, des enfants, etc. Voilà. Bien, ben, j'ai fini à saluer mon grand maître. J'en ai un autre qui était mon maître, un grand maître aussi. J'ai eu la chance qu'ils étaient tous les deux réunis pour ma thèse sur le concept de propriété en Afrique noire. C'était Henri Lévy-Bruhl. Mais là, au moins j'évoque son nom, mais je ne vais pas citer là alors qu'il a écrit bien sûr des choses, et qui pour nous sont directement importantes au niveau de l'Ordalie sur la preuve. Bon, alors maintenant, donc j'en viens maintenant à ciel et terre. Et bien là, vous me permettrez, et m'excusez peut-être parce que je ne suis pas un spécialiste,
mais c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup stimulé, c'est Empédocle. Je parlerai d'Héraclite quelques instants après. Alors, Empédocle, je ne sais pas si vous le connaissez, certains d'entre vous, bien sûr, le connaissent. Le grand chaman sicilien d'Agrigrangente avait une dévotion particulière pour les cultes agraires. Pour moi, c'est important, Déméter, Perséphone, etc. Et il met en valeur, c'est ça l'essentiel, le tout des 4 éléments. Alors qu'on verra chez Héraclite que Héraclite, c'est le feu préterminé. Enfin, préterminé. C'est le feu le premier, alors que chez Empédocle, c'est les 4. Et qui va inspirer beaucoup Platon. Voilà la phrase d'Empédocle qu'il faut retenir. Apprends d'abord, c'est dans son premier livre sur la nature. L'autre, c'est on en parlera plus tard, sur les cathares, les purifications. Apprends d'abord les 4 racines de toute chose. Il emploie le mot de racine. En grec, alors, les 4 racines, c'est les 4 dieux. Il y a Zeus, il y a Héra, Zeus. Là, il est traduit par éblouissant, dans la version que j'ai. Héra qui porte la vie, Hadès, les enfers, et puis le dernier, Nestis, c'est l'eau, en fait, qui lui mettent les sources des mortels par ses larmes, en lisant la poésie aussi. Alors, là, je termine avec Empédocle pour dire justement que dans les cathares qui sont son ouvrage, la pureté, ça pour moi c'est très important, et non la justice, est devenu le principal moyen de salut. Les absolutions ont lieu dans l'eau, puisée à 4 sources, on est déjà là, et l'homme doit être lavé de toute souillure due à l'état charnel. Bon, j'en ai fini avec, pour évoquer d'un mot, pour moi, un grand esprit qui m'a aidé dans ma réflexion sur les ordalies. Alors, j'en viens à citer juste une phrase de Platon, donc pour qui les 4 éléments, il y a un dieu cosmique avec les 4 éléments, on peut parler d'une religion du monde, et il parle de notre parenté céleste qui nous élève au-dessus de la terre, et il écrit, nous sommes une plante, c'est écrit ça dans c'est bien écrit hein, dans le Tibet, l'astronome, nous sommes une plante, non de la terre mais du ciel. J'avais une raison de me commencer par le ciel, vous voyez, le titre de mon intervention. Alors j'ai lu quand même là, oui. Alors dans le Timée, la contemplation de la beauté du cosmos, avec l'œil, non pas l'œil charnel, mais l'œil de l'âme, le principe du mouvement, fait du ciel l'image d'un ordre où règne, oui, la justice. Et là, il a cette phrase, genre, je m'arrêterai après, il pourrait citer un peu plus, mais c'est du feu, il met le feu, et la terre, que le Dieu prit d'abord quand il se mit à composer le corps de l'univers. Et le corps de l'être humain comportait évidemment aussi les 4 éléments. Ça, c'est très important. Bon, je m'en tiens là. Oui. Ici, après. Là. Oui, parce que là, si je rentre dans le casséreur, ça serait un peu long, hein, la pensée mythique. Bon, je vais laisser. Je crois que j'ai plus rien après là-dedans, non? Oui, bah, j'ai des choses sur les vibrouilles, mais je pourrais en dire un peu plus tard. Mais là, sinon, il faut avant tout que vous puissiez qu'on prenne le temps que je n'ai pas mort sur le temps que vous avez, que je vous réserve pour me poser des questions. Alors, donc, le ciel. Alors, donc, le ciel et la terre. Et donc, maintenant, j'en viens à la terre. La terre et sa maîtrise. Le problème, c'est donc de voir comment ces 4 éléments sont maîtrisés par l'homme. Et on verra en particulier à propos du feu, c'est là où on passe dans l'âge de fer, et donc c'est tout à ce moment-là un changement énorme. Mais je commence par la terre. Hein. La terre, c'est quand même, le mythe autochtonien, c'est quelque chose de fondamental. Et on s'en aperçoit en ce moment. Aussi en Amérique du Sud, avec toutes ces révoltes contre ceux qui vont saccager les forêts et tout. Donc, le mythe fondamental, où la venue historique d'un ailleurs est occultée. Si je dis ça, c'est parce que les populations dont je vais vous parler
elles ne s'intéressent pas à savoir où elles vivaient il y a 10 siècles, c'est pas leur problème. Elles sont là. Il n'est pas question de les déloger. La venue historique d'un ailleurs est occultée grandement par la présence d'un passé très ancien sur le sol actuel et d'un territoire qui est défendu contre les envahisseurs. Et là les gens chez qui j'ai travaillé, ils ont été, pas les Allemands, quand ils sont arrivés chez eux en 1900, autour de 1900, un petit peu avant, sont arrivés là, et eux, ils pensaient qu'ils étaient forts, et il en est mort des centaines. Alors, l'autochtonie, donc, finalement, c'est un mode d'appréhension de l'homme dans son rapport au monde et au cosmos. Loin d'être un simple indigène, il est l'enfant de la terre nourricière, il est l'allié des puissances chthoniennes, qui par les rites de fécondité, les rites de fertilité, les rites de funérailles, assurent une vie saine et garantissent la transmission. L'important, c'est que les terres qu'ils cultivent, on va voir que c'est un peuple de grands cultivateurs, l'important, c'est de maintenir, et non pas d'interdire les autres, non, on va autoriser l'étranger, mais dans certaines conditions. On ne va pas s'installer comme ça parce qu'on veut bien le recevoir, ça implique donc qu'ils rentrent dans la pensée de ces gens, qu'ils apprennent leur langue, etc. etc. Bon. Alors donc, on est en face d'une terre ancestrale, bien sûr, qui ne peut être aliénée hors de la parenté et qui doit être purifiée. Alors ça, nous, évidemment, on est loin de tout ça maintenant. Il doit être purifié de toutes les impuretés qui menacent sa fécondité par un grand dignitaire. Et ce grand dignitaire, je ne sais pas s'il est peut-être là, où on va voir ce grand dignitaire, ce qu'on appelle en Kabylie Tetoriou, l'homme de la terre. Littéralement celui de la terre, l'homme de la terre. Et alors, cet homme, il a, c'est pas un pouvoir, il a la force de maudire. La puissance de la malédiction, c'est quelque chose de très fort. De maudire qui? De maudire ceux qui transgressent les interdits majeurs, lesquels sont l'inceste. On commence par l'inceste. Hein. Ça, c'est l'inceste. On va passer après le parjure. Les gens font très attention. On va évoquer le serment forcément. Mais prendre le risque de parjure, c'est renoncer à la vie après la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très loin. Donc, se parjurer, c'est très grave. Il n'y a pas que chez eux. Hein. Vous connaissez d'autres sociétés beaucoup de sociétés où le parjure reste quelque chose d'extrêmement grave. Eh bien, j'ai quand même oublié le parricide. Mais on pourrait même presque le mettre le parricide après. Vous voyez? L'inceste, le parjure, et c'était le parricide après. Non, on s'est dit. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils mettent ces transgressions mettent en danger l'ordre naturel et social. Donc, ce grand prêtre qui vit dans la plus grande pauvreté, moi j'allais le voir, quand je rentre chez lui, j'étais dans la nuit. Il ne s'éclaire pas, la nuit. Donc, je travaillais avec lui. Je notais des choses. Non. Donc, il est en charge du bien-être de tous, il ne peut s'absenter au loin, et il est astreint à de nombreux interdits qui le mettent à l'abri, lui, justement, des souillures. Parce que la notion d'impureté de souillure reste omniprésente dans ces sociétés d'une façon générale, et dans celles où je travaille en particulier. Et donc là, il serait peut-être bien que vous veniez, cher ami, j'ai oublié de vous remercier, lui a fait un travail beaucoup plus approfondi que le mien. Hein, bon. Parce qu'il fallait mettre, alors maintenant je vais expliquer, il fallait mettre pour moi, c'est pour ça un travail nouveau que j'ai entrepris là, mettre en regard mes idées et les films que j'ai tournés. Donc le premier, on verra quelques extraits, hein, oui. Donc tenez-vous bien, en 66. Voilà. Alors bien sûr, aucun d'entre vous n'était né là. Oui, je crois. Oui, alors j'étais un peu vite parce qu'en fond, pour l'instant, je vous parle d'une société dont je n'ai même pas mentionné le nom. Vous ne savez pas où elle est. On va maintenant mettre les choses à plat. Donc, cette société s'appelle, ce pays s'appelle le Togo. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest dont j'ai fait la connaissance en 55. Alors,
55, je remonte encore. J'avais à l'époque, bah oui, j'avais 55, j'avais 25 ans. Et j'avais pas encore fait mon service militaire. J'ai dû rentrer pour faire mon service militaire, c'était la dernière année. Le service militaire, c'était 25 ans, on ne pouvait pas aller plus loin. Bon. Et donc, donc ces gens que j'ai connus, mais j'avais aucune formation, j'étais juriste. Juriste, j'avais pas une formation d'anthropologue à l'époque, mais j'ai découvert, et ça grâce à un ami togolais qui était du Sud, qui avait, une façon très rarissime, pris la peine d'aller, avant de voyager en Europe, d'aller dans le nord du Togo, où on considérait que les gens étaient des sauvages, en gros. Et même il m'est arrivé, pour aller très vite, que quand par la suite je suis venu, disons, en mission officielle du CNRS et autres, d'entendre certains me dire, mais où allez-vous? Vous allez chez les sauvages. Donc, il y avait parmi eux déjà des avocats. Hein. Oui, c'est pour vous dire, l'évolution de la mentalité, on a du mal à se rendre compte la façon dont, maintenant, le président est un cabier. C'est le mot de la population en question. L'actuel président et son père étaient présidents que j'ai connu, qui lui-même était un sergent-chef de l'armée française, qui avait fait il avait fait le Vietnam, il a fait l'Algérie, il est arrivé d'Algérie en 62, hein, et c'est là où je l'ai connu. J'ai assez bien connu, mais j'ai gardé toujours mes distances, je voulais faire très attention, ne pas être récupéré par des instances politiques. Oui, pour garder la liberté d'un chercheur, c'est pas toujours facile, surtout dans un pays qui était colonisé, où il y avait tout un passé que j'ai vu en 1955. J'avais donc eu la chance de pouvoir voir ce que c'était que la colonisation, sans cracher dessus ou dire c'est le crime tout de suite, comme l'a dit Macron. Bon, je pense que c'est des paroles un peu vite dites dans un contexte spécial, mais parce que j'ai vu des choses merveilleuses qui ont été faites là-bas aussi. Alors, il faut nuancer tout ça. Bon. Alors, maintenant, donc, nous rentrons au Togo, et nous allons dans le Nord Togo. Depuis des temps immémoriaux, les Cabrés habitent un pays de montagne, aux versants abrupts, couverts d'éboulis rocheux. Au prix d'un labeur obstiné, ils ont déboisé ces montagnes et grâce à des techniques parfaitement adaptées, ont su pratiquer une agriculture intensive qui leur a permis de faire vivre une population très dense. Dans cette société sans chefferie traditionnelle, l'organisation sociopolitique et économique est essentiellement régie par un système de classes d'âge, lié de l'adolescence à l'âge mûr à une succession de rites de passage au terme desquels l'individu devient un citoyen libre. Les trois rituels les plus importants, accomplis respectivement par les garçons pubères, Efala, les filles nubiles, Akpema, et les hommes adultes, Kondana, sont ici présentés. La vie religieuse des Cabrés est très intense et est marquée par de grandes fêtes collectives de purification, d'exaltation des forces de vie et de renvoi de toutes les puissances hostiles. Les trois cérémonies auxquelles nous assistons expriment ce triomphe de la vie sur la mort. Dans ces montagnes de rocailles qui jaillissent au-dessus des basses plaines, nos aïeux ont soumis le sol à une intense exploitation. Le paysage a été transformé par nos ancêtres. Pour lutter contre le ravinement, ils ont remodelé les versants en construisant des murettes de pierre selon un dispositif en escalier. Ils ont canalisé les eaux de pluie et de source, rassemblé la terre meuble en buttes et billons. Il n'y a pas de village aggloméré, mais des petits îlots d'habitat dispersés, et souvent une maison ne rassemble qu'une famille conjugale. Le mythe de Totoni, là, ils sont là. À la nuit, ça ne les occupe pas du tout de savoir d'où ils viennent, c'est pas leur problème. Ils sont là, dans ces montagnes qu'ils ont déchiffrées, qui sont devenus un peuple très dense, hein. Donc il a fallu travailler, cultiver la terre, comme vous l'avez vu là, tout ce qui est fait, donc comme travail de la terre pour subsister, et sans chef. Formidable, extraordinaire, hein. Pas avoir de chef hors des cours. En fait, je faisais allusion à ces classes d'âge, hein, donc qui réglait tous les problèmes à partir de
l'âge commence à 14-15 ans, et jusqu'à 25 ans, on verra tout à l'heure les grands guerriers défenseurs. Ce ne sont pas des guerriers attaquants, ce sont des guerriers qui se protègent contre l'ennemi, qui souvent n'était pas très loin. Il y avait des populations très puissantes. Eux, il y avait des rois et autres, alors qu'eux, c'était sans chef. Bon, on verra avec qui. Il y avait quand même des gens qui gouvernaient d'une certaine façon. Hein, bon. Alors maintenant, après avoir évoqué dans le fond, la Terre, hein, rapidement, ce qu'elle représente en évoquant ce mythe d'autochtonie, maintenant je vais passer au feu. Au feu et à sa maîtrise du feu. Donc là, j'évoquais tout à l'heure notre ami Schopenhauer. Maintenant, je vais évoquer d'un mot Héraclite. Donc là, on bascule, mais moi, je me retrouve très facilement, si vous voulez, quand je quitte les Africains, je me retrouve facilement dans la Grèce ancienne. Ah oui, encore une fois, j'ai eu un plaisir énorme à redécouvrir. J'avais lu un peu Platon quand j'avais 20 ans, 25 ans. Là, je me suis plongé dans certaines œuvres de Platon, en particulier des œuvres comme le Timée, bien sûr, les œuvres de la fin de Platon où on est tout à fait. Ouais, ça va tout seul pour moi. Bon, c'est beaucoup dire. Alors, donc, le feu, Héraclite, poète, philosophe ionien de la fin du 6e siècle, pardon. Il vivait intensément, je dis ce que j'ai lu, hein, j'invente rien là. Hein. Il vivait intensément avec la nature, avait fait du feu l'élément premier et unique. La substance, là je cite Schule, c'est une référence. Hein. J'aime beaucoup aimé Schule, qui était philosophe en même temps. Bon. Substance primordiale, la force active toujours vivante, justicier, le feu justicier, assisté des Érénies, face à Polémos, la guerre, il est Diké. Ah oui. L'ajustement des forces opposées, Hein, il n'y a jamais une force toute seule, ils sont toujours en opposition, comme vie et mort. Bon. Alors, le feu, on peut parler des feux, j'en ai sélectionné 3. Bon, j'ai éliminé bien sûr ce qu'on peut appeler les feux célestes. Là, bien que le soleil va apparaître forcément, vous vous en doutez, le soleil et puis oui, il va y avoir les éclairs et la foudre aussi. Bon, ça c'est des feux que l'homme ne commande pas, à ma connaissance jusqu'à présent. On n'est pas encore monté dans le soleil. Oh, bon. La foudre, l'éclair. Par contre, donc, je vais parler de quelques feux terrestres. Et le premier qui s'impose dans le contexte de la société où je travaille, c'est le feu sacrificiel. Feu sacrificiel, sacrifié par qui? Sacrifice de chef de famille d'abord. Dans ces sociétés, le chef de famille a un rôle très important, souvent même assez autoritaire, même très autoritaire. Et donc, je dis une parole incandescente, quand on fait le sacrifice, une parole incandescente qui fait communiquer l'au-delà et l'ici-bas. Ça va être un des leitmotifs pour moi de montrer qu'il y a tout le temps la circulation entre l'ici-bas et l'au-delà, entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre, on aura l'occasion, c'est mâle et femelle. Hein. Bon. Il y a un couple là. Bon. Alors, donc, je ne parlerai pas de ce feu du sacrifice, mais je vais parler de 2 feux. Le premier, le feu du forgeron, c'est dans le titre de mon truc, et l'autre, je crois, je ne sais plus ce que j'ai mis, le feu, ben, j'ai quand même mis le feu justicier. Bon, mais on va voir qu'il fait, ben, ça se termine par le feu, on commence pas par le feu. Le feu justifié est preuve de pureté, oui, on rentre dans la pureté, où l'on passe dans la flamme, où l'on peut prendre en main, et il y a encore des gens qui prennent en main, du moins qui prenaient en main, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. En 1940, Denise Paul, qui était une juriste distinguée et sociologue qui a écrit, on a réédité récemment son ouvrage sur les Dogons, les fameux Dogons du Mali, sur l'organisation sociale des Dogons, qui était dans mon jury de thèse aussi, là j'ai été bien gâté, le feu justicier, donc, épreuve de pureté, où on traverse la flamme, on prend en main le fer rouge, on plonge la main dans l'huile bouillante, enflammée, c'est ça ce que je vais vous montrer. On plonge la main dans l'huile bouillante, on ne se brûle pas. Je n'ai pas trop essayé quand même, j'ai vu
de nombreuses fois, des gens ne pas se voler. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de truc là. Allez pas chercher quoi. Il y a des, non, non, on ne se vole pas. Alors, maintenant, il faut rentrer là-dedans, comprendre tout ça. Bon. Alors, donc, on va commencer par le forgeron. Ouais, voilà. Alors, le forgeron, bon, c'est un personnage répandu dans toute l'Afrique noire et qui n'est pas toujours le même, mais qui a toujours des activités considérables. Et vous allez voir pourquoi j'insiste sur lui, c'est parce que dans le mythe, alors on va maintenant commencer à passer dans le mythe, avant de passer dans une forge et de voir comment on forge. Hein. Oui, alors, donc, oui, c'est ça, bon. Je vais aller directement au mythe, après on va revenir là-dessus. Donc, le mythe qu'on retrouve chez les Dogons aussi, est beaucoup plus développé. Dans cette société-là dont je vous parle, les Cabiais, le mythe d'origine, hein, de fondation des petites cités, donc est un mythe où le forgeron descend du ciel. Déjà, ça lui donne tout de suite dans le mythe. Et comme on dit, le mythe est une croyance. On a parlé de la croyance du mythe. Hein. Bon, donc on y croit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la première fois en 55 ou 58, quand j'ai interviewé des grands prêtres, il y a des petits prêtres, si j'ose dire, enfin, dans les grands prêtres, certains méditaient que tous les 5 ans, ils montent au ciel pour cueillir, collecter les graines, les graines, hein, pour ensemencer la terre ensuite. Donc, ils montent et ils descendent. Et tout le temps, vous voyez, dans cette société, pas tout le temps, il y a continuellement des rituels où il y a un va-et-vient, hein, entre la terre et le ciel. Bon. Alors, donc, c'est là où je vais évoquer justement le forgeron Dogon. Les Dogons, certains d'entre vous bien sûr ont lu des tonnes et des tonnes de pages sur les Dogons. Même j'étais l'élève de Marcel Griol et de Germaine Déterlin, donc à la Sorbonne, et malheureusement Griol est mort l'année. Griol d'ailleurs avait pensé me prendre comme juriste dans son équipe. Et puis il est mort cette année-là. J'ai pu travailler un peu avec Geneviève Calam, sa fille, qui a fait un ouvrage remarquable à lire, hein, pour des linguistes, aussi bien elle a fait la somme avec Durkheim, parce qu'il n'y avait pas de femmes qui tournaient autour de tout ça, c'était un peu compliqué. Elle gardait ses licences, et elle a écrit un livre, Ethnologie et langage, ça c'est le titre, le grand titre, La parole chez les Dogons. C'est 500 pages, mais alors vous y plongez et vous passez des heures. Mais enfin, avant tout, le mythe Dogon, dont je vais extraire vous dire quelques mots, donc a fait l'objet par Griol, donc le père de Calam, a fait l'objet d'un livre qui a été réédité. J'aurais pu l'apporter, mais le mien, j'ose à peine le transporter parce qu'il est de, je sais pas, oui, enfin il est vieux, donc, il est de 60. Oui, il est avant. Non, pardon. 38. Enfin, non, je ne me rappelle plus sa date, c'est grave. Bon, toujours est-il que, donc c'est il a recueilli en 30 jours les récits d'origine, de fondation du peuple malien, qui habite du peuple malien Dogon. Alors, ce qui est remarquable, et ça, on n'a pas ça dans tous les mythes, hein, on a le vol d'un fragment du soleil. Et vous allez voir que ça, dans les mythes, l'idée que celui qui descend du ciel, il descend dans un grenier, on appelle le grenier céleste, dans lequel donc il va mettre un fragment du soleil avec un bâton spécial donc, et il devient donc par là même le fait de descendre du ciel avec un fragment du soleil, vous vous rendez compte ce que ça représente.
pour un forgeron. Hein, c'est énorme. Et or, ce fragment du soleil, on va le retrouver même dans la forge ensuite. Alors, pourquoi ce forgeron, donc ça c'est au niveau mythique, mais pourquoi dans la réalité c'est un personnage fondamental? Parce que sans lui on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas faire les instruments agricoles, les houes, le sacloir et tout ça. Vous ne pouvez pas faire des instruments de guerre. Hein, et vous allez voir les instruments de guerre, les casques de guerre en fer forgé. Oui, qu'est-ce que j'ai noté encore là? Oui, quand on va voir les grands initiés, donc qui montent sur la butte avec justement la cloche, il y a une cloche, on est dans les instruments de musique maintenant, c'est lui qui fait la cloche. Et vous allez voir le travail de la cloche, je vais vous laisser voir ça pendant 10 minutes, un peu long. Vous verrez que ça, c'est un travail de... Une cloche, honnêtement, j'en ai une, mais elle est en Auvergne, je n'avais pas pu la porter, elle pèse assez lourd. Hein, mais il la frappe, les grands initiés, quand ils terminent leur initiation, frappent cette cloche au sommet d'un. Alors là, s'ils loupent leur coup, c'est la honte. Allez. Tout ça, c'est la conclusion, enfin, la fin de... Bon, bah, je crois que j'ai évoqué pas mal de trucs, là, oui. Alors, bon, alors je reviens, si vous voulez, un instant. Oui, alors ça, disons, c'est au point de vue de la forge, ce qu'il fait dans la forge. Mais au-delà de la forge, il y a d'autres activités, et assez comparables à celles du grand prêtre, que vous n'avez pas vu là, mais on en verra quand même. Je vais vous montrer quelques-uns d'entre eux. Bon, donc, le forgeron, donc, il fait cesser les disputes en posant il a un petit marteau auprès de la personne à qui il donne raison. Donc c'est quelqu'un qui est médiateur, pacificateur, hein, et il y a d'autres activités, mais vous voyez, donc il a déjà un rôle justicier au sens d'être pacificateur, médiateur, disons, médiateur. Bon. Ben là, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Maintenant, on va rentrer donc dans la forge, hein, et on va voir forger un forgeron. Alors, peut-être que j'ai là, attendez voir, je ne sais plus ce que j'ai, si j'ai quelque chose à rajouter là. Non, après je vais passer à l'autre. Là, on frappe une houe pour cultiver. Alors vous voyez, il y a la masse et l'enclume, hein, toujours. Hein, bon. La masse qui parfois qui devient un marteau, masse-marteau, et puis l'enclume. L'un est mâle, l'autre femelle, tout ça. Bon. Bon, là c'est la houe. Donc j'en profite pour dire que il va mettre la houe dans les braises qui vont être étincelantes suite à la personne. Je crois une femme là qui souffle, appuie sur les deux soufflets également. Le soufflet est en deux parties, et donc l'air est envoyé dans les braises du feu que vous voyez là, sur lequel il va maintenant introduire. Au bout après avoir frappé une douzaine de coups de chaque côté, vous vous rendez compte le poids de cette pierre, hein, ça va durer. Ils ont une force herculéenne. Ah oui. D'ailleurs, c'est pour ça que le président d'ailleurs avait son armée, une participé des cavaliers, une force remarquable. Là, vous voyez, non. Ça c'est un homme. Alors, vous voyez, donc, il a introduit là-haut, à l'intérieur des braises qui sont... Voilà, alors maintenant, on passe à ce sont des forgerons là qui ne sont pas des fondeurs, autrement dit, ils ne fondent pas le fer. Hein. Là, ils ont acheté ce fer, je ne sais pas où, et ils découpent dedans donc le métal qui va servir maintenant. Vous allez voir maintenant, on va rester longtemps sur la cloche, parce que la cloche, ça devient un travail énorme. Alors là, ils terminent
découper un morceau de fer pour ensuite donc le transformer en houe qui va devenir une double houe qui va devenir une cloche. Et, alors là, vous avez quand même intérêt à ne pas se tromper, à regarder avec la force avec laquelle il frappe, et s'il loupe son coup, le pauvre. Je crois que j'ai qu'est-ce qu'on peut dire encore, oui. Bon, là, vous avez déjà vu l'air propulsé, le feu qui est là. Là, j'ai oublié la terre tout à l'heure, mais c'est la terre qui donne le métal. Donc, vous voyez, les 4 éléments sont là. Ça, j'avais commencé par la terre. Terre, ensuite air, là, feu. Bon, là, on est. Là, maintenant, vous voyez, on est dans la houe qui va devenir 2 houes qui vont devenir une cloche. Donc, pour ça, vous regardez ça pendant 10 minutes. Je vous laisse regarder tranquillement. Vous voyez la force de ces gens, hein, la puissance de ces gens. Vous voyez déjà les deux parties là. Hein. Il frappe sur l'enclume. Et comme je disais, c'est là il y a un arrondi. Hein. Oui. Voilà. Vous les voyez maintenant les deux. Hein. Mais elles sont collées, hein, elles sont pas. On va les. Regardez, ça vaut la peine de... C'est bon, vous allez voir. La façon dont c'est un travail de grand spécialiste, ça. Ce qui explique que une cloche comme ça, il y en a une par famille. Hein, et elle est indispensable pour le grand initié qui va frapper cette cloche ensuite. Là, il coupe les deux bouts. Qui vont être ensuite soudés. Il y aura une véritable soudure qui est faite, qui est assez remarquable. Voilà. Une femme qui fait des soufflets, hein, c'est pas une femme qui... Parce que cette masse, hein, c'est plein de symbolisme, je ne peux pas développer tout ça. Ça, c'était fini en 2000, ça. On revient souvent en arrière après. Donc, le but était de... Voilà, vous voyez maintenant, ils vont les rapprocher les deux houes et les souder. Souder les deux extrémités. Oui, c'est compliqué tout ça. Bien ajusté. Après, ils travaillent tous les jours, hein, sauf 4 jours par semaine.
Alors maintenant donc, ça se termine là et vous allez voir les grands initiés, donc c'est tous les 5 ans, qui vont donc porter plusieurs outils, instruments, dont le casque, donc je mentionnais tout à l'heure, le casque en fer forgé. Ils vont frapper la cloche, vous allez les voir frapper la cloche, ils se battent souvent pour arriver, être le premier à monter sur la butte. Et puis donc ils ont aussi ils ont encore d'autres choses en métal. Et vous allez les voir là. Bon. Enfin l'important c'est, je voulais vous montrer la cloche telle qu'elle est frappée par les grands initiés quand ils montent. C'est un peu le couronnement, si vous voulez, de leur initiation, qui fait désormais des gens qui ont 25 à 28 ans, qui sont maintenant souvent pères de famille, hein, pas toujours, mais souvent quand même, et puis donc ils vont prendre des décisions, plutôt qu'ils vont décider des choses publiques. Bon, c'est la fin, vous voyez, c'est long. Et encore, on a trop fait, parce que j'ai continué comme ça. Hein. Enfin, non, on a... Non, là, ça dépend, hein, ça va être... Oui. Oui. Non. Alors, c'est là. Ah oui. 64. Oui. Donc, c'est donc. Ça, c'est un film que j'avais fait en 64. C'est mon premier film, en fait, celui-là, dans lequel j'ai récupéré... Les condamnants ont veillé toute la nuit dans le bois sacré et en sortent au matin, portant le collier de fer, la hallebarde dans la main gauche et la cloche dans la main droite, dont ils frappent un coup en se rendant auprès de la butte. Pour parvenir au sommet, il faudra se frayer difficilement un chemin, car tous veulent être dans les premiers et sont encouragés par leur famille. Après avoir sonné sa cloche, le condamné est porté en triomphe et acclamé par ses proches et amis. Parfois, c'est une véritable bousculade et le condamné doit vaincre une forte résistance avant de pouvoir faire retentir sa cloche. S'ils n'ont ici que le casque de corne sur le dos, au cours des grandes danses qui suivent, ils portent le casque de guerre aux lamelles de fer forgé et au bras gauche le bouclier qui témoigne de leur situation de guerrier.